puis après, on pourra échanger et poser toutes les questions que vous avez envie de poser. Merci beaucoup. Bonjour. Merci d'être venus si nombreux. Merci pour cette invitation à l'équipe de Réveil Créatif. De quoi je vais parler aujourd'hui? L'idée, c'était de ne pas présenter un projet, tout ce que je fais ces dernières semaines, tout le temps, un peu partout. Et l'idée, c'était aussi de parler de moi-même, ce qui est un peu gênant. Alors, je me suis dit, je vais parler de tout ce que j'ai compris en essayant de faire de théâtre, d'une manière ou une autre. Et je le fais, je pense, justement pour pouvoir comprendre ce que c'est le théâtre, parce que j'ai pas la réponse, et en même temps, c'est quelque chose que je fais chaque jour. J'essaie de le faire. Et j'aimerais bien partager ce questionnement avec vous ce matin, en commençant par une pensée de Gertrude Stein. C'est un écrivain américain, une femme assez particulière. Elle est née fin de 19e. Elle a vécu la première partie du 20e siècle à Paris. Elle côtoyait les peintres Matisse, Picasso. Elle écrivait sans mettre des ponctuations parce qu'elle pensait que celui qui lit doit compléter le sens. Et elle n'aimait pas le théâtre du tout. Elle allait de temps en temps, mais en fait, elle pensait que le problème dans le théâtre, c'est qu'il y avait toujours au moins deux temporalités parallèles qui n'arrivaient pas à se croiser. C'était la temporalité sur le plateau, où les comédiens font tout ce qu'ils savent faire. Et puis, il y avait la temporalité dans le public, où les gens vivent, font leur truc. Et ces deux timings n'arrivaient pas à se croiser, sauf pendant un court moment, c'était le lever du rideau. Parce qu'elle disait que la terreur sur le plateau, est-ce qu'ils vont nous recevoir, est-ce qu'ils vont nous aimer? Et la terreur dans la salle vis-à-vis au spectacle, qu'est-ce qu'ils vont nous faire, arrivait à se croiser. Voilà. Et par la terreur, en fait, les deux temporalités arrivaient vraiment à créer un seul endroit pendant quelques secondes. Et puis, ceux sur le plateau commencent à faire ce qu'ils ont répété, ce qu'ils savent faire, et les autres vivent leur vie dans la salle. Pour moi, la question, c'était toujours, est-ce que c'est possible de capter ce moment de rencontre par la terreur ou par la curiosité ou par le partage et les tirer pendant le temps d'une représentation? Je ne suis pas encore arrivé, je ne sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas, c'est la chose qui m'intéresse le plus. Et puis, faire de théâtre, pour moi, c'était toujours quelque chose qui était très loin de cette notion romantique d'être artiste. J'ai jamais vraiment réfléchi à ça. Au départ, c'est venu par hasard. Moi, j'étais hyper distrait à l'école. Très vite, j'ai compris que ça va pas marcher entre moi et tout ce qu'ils essaient de me rendre ou de me vendre comme réalité. Alors un jour, j'avais 7 ans, ma mère m'a amené dans un endroit où elle m'a dit « Tu peux faire tout ce que tu veux ici, mais à l'école, essaie quand même de suivre, voilà, d'être présent. » Elle m'a amené dans un groupe d'enfants qui faisaient de théâtre pour les enfants. C'était des classiques, normalement, des grands textes classiques revisités, avec toutes les scènes de cul coupées, parce que c'était les enfants qui devaient jouer devant les enfants. On faisait du Shakespeare, on faisait du Molière. Et on s'est rendu compte au bout d'un moment que, voilà, que tout ce qui était sexuel n'était plus dans le texte. Alors on est allé chercher et lire les œuvres originaux, ce qui était une manière assez maligne de faire les enfants lire les classiques. Et
un jour, on répétait justement la mégère apprivoisée. Et dans le groupe, il y avait un enfant, lèche-cul, qui venait chaque fois avec des fleurs pour la prof. Et non, on le détestait bien évidemment. J'avais, je crois, 14 ans. Et l'enfant est venu avec un bouquet de fleurs, des tulipes rouges. Et nous, on était tous dégoûtés. Et il y avait une scène, un de mes amis jouait un vieillard sur le plateau et les deux personnages principaux le rencontrent dans la forêt et commencent à se moquer de lui. Et avant qu'il sorte sur le plateau, moi j'ai chopé les fleurs, je lui ai donné des fleurs en disant tu sors avec les fleurs et tu essaies de cueillir des fleurs, tu fais en sorte pour humilier le bouquet. Voilà. Et il est sorti bien évidemment, il a commencé à faire des tonnes. Et le prof a dit stop, comment tu as eu l'idée de prendre les fleurs? Et il a dit c'est Galine qui m'a dit, c'est Galine. Et là, elle a dit, bah, vous voyez, en fait, on voit un personnage qui débarque avec un objet entre les mains. Et tout de suite, on peut commencer à se raconter une histoire sur lui. Pourquoi elle est venue sur le plateau? Pourquoi elle est dans la forêt? Peut-être il aime les fleurs. Peut-être peut-être c'est quelqu'un qui est attentif aux objets fragiles. Et c'était la première fois quand j'ai eu la notion, quand j'ai une prise de conscience, ce que c'est la mise en scène. Parce que je me considère comme metteur en scène, mais je ne sais pas ce que c'est exactement. Et chaque fois, je recommence de zéro. Et chaque fois, je me dis, ah ben avec l'âge, ça va se calmer. Et en fait, ça devient de plus en plus difficile à expliquer et justifier ça. Et là, pour la première fois, je me suis rendu compte que, apparemment, il y a quelqu'un qui n'est pas sur le plateau et qu'on ne voit pas, mais qui fait des choix et qui met des objets dans l'espace et dans le temps et qui commence à construire une réalité. Ça veut dire, tu te lances avec une idée qui est immatérielle, qui n'existe pas, qui n'est pas visible, qui n'est presque pas partageable, parce que c'est une idée. Et petit à petit, tu fais en sorte que cette idée descend dans la matière et devient un objet tangible, visible, ou un objet à travers lequel tu peux partager quelque chose avec les autres. Et c'était un grand choc pour moi, parce que je me suis dit, ça c'est extrêmement intéressant, parce que c'est lié au pouvoir, mais au pouvoir d'agir sur la réalité. Et c'était extrêmement tentant pour un ado de 14 ans. Après, la grande question, c'était, mais Galine, si tu fais ça, ça veut dire que tu ne peux pas être sur le plateau. Et à cet âge, tu rêves d'être sur le plateau parce que tu ne sais pas encore que quand tu es sur un plateau, à part le fait que tu te fais adorer parce que tu es beaucoup plus grand, tu parais beaucoup plus grand, beaucoup plus beau, beaucoup plus fort, tu peux te faire juger aussi. Mais à cet âge, moi, je ne savais pas encore ça. Je l'ai découvert un peu plus tard. Alors, ça m'a pris quelques années de doute entre est-ce que je deviens comédien ou metteur en scène. Et puis finalement, je suis devenu metteur en scène. En tout cas, j'essaie de le faire. Mais encore une fois, le choix s'est imposé tout seul, justement parce que en étant dans ce groupe et en faisant de théâtre chaque dimanche, pour moi, c'est devenu l'endroit où l'exemple qui me permettait de révéler la réalité d'une manière vraiment réelle. Parce que tout le reste, à l'école, à la maison, dans la rue, avec mes amis, etc., c'était genre la réalité, mais pas vraiment. Et dans le théâtre, en passant par le mensonge, par le faire semblant, en fait, on arrivait à toucher à quelque chose de beaucoup plus vrai et beaucoup plus authentique. Alors pour moi, c'était une question de survie en fait. C'était pas du tout romantique, c'était juste pratique. Je me suis dit, je vais faire ça et comme ça on me laisse tranquille. Et puis pendant des années, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que c'est exactement tout ce que je fais. Mon professeur à l'école, à Sofia, un grand maître qui est mort il y a quelques années, qui s'appelait Krikor Azaryan. Il nous disait, vous savez, en fait, le théâtre, c'est quelque chose de complètement inutile.
on peut vivre parfaitement sans théâtre. Et c'est vrai, il y a des gens extrêmement intelligents qui vont pas au théâtre, et voilà, et c'est pas grave du tout. Mais justement parce que c'est inutile, ça lui permet de créer de la beauté. Voilà. Et une société qui peut se permettre à entretenir une entreprise qui est inutile, mais qui crée de la beauté d'une manière ou une autre, c'est une société qui a la chance de survivre, peut-être. Et puis, la mise en scène, pour moi, c'était toujours, au départ, c'est quelqu'un qui est là pour aider les comédiens à jouer mieux. Voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire jouer mieux ? Je me suis posé la question plusieurs fois. Et en fait, j'ai compris petit à petit que ce qui m'intéresse, c'est même pas le métier ou l'exercice, mais plutôt la possibilité de revenir et de faire revenir tout le monde qui participe au moment présent. Parce que dans le théâtre, comme Gertrude Stein disait, ces deux temporalités n'arrivent pas à se croiser justement parce que ni l'un ni l'autre n'est dans le moment présent. Alors que par sa nature, le théâtre nous oblige de revenir au moment présent, ici et maintenant, et en plus de le partager en groupe. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Ça arrive assez rarement au théâtre, hein, parce qu'on oublie souvent pourquoi on fait tout ça. Et souvent, on le fait pour montrer qu'on a des idées, ou qu'on est intelligent, ou qu'on est beau, ou qu'on sait dire des vers joliment, par exemple. Mais tout ça, en fait, c'est que des prétextes qui nous poussent à essayer de partager le moment présent, ici et maintenant. Et après, vite, j'ai compris que, comment dire, jouer sur une scène, c'est pas forcément mon truc, parce que déjà, il y a des gens qui le font beaucoup mieux que moi. Alors, laissons leur la place. Et puis, j'avais un peu honte. Ça veut dire comment sortir devant les gens que tu connais pas et partager quelque chose d'assez intime, même si tu te caches derrière le personnage. Et il y a quelques jours, on a fait un exercice, l'épreuve de feu, au Théâtre de la Cité, où on devait présenter la saison. C'est la première saison qu'on a programmée, voilà, et on lance le projet. On a répété beaucoup, on a essayé de tout caler, et en fait c'était mort, et c'était chiant, parce que les présentations de saison, c'est normalement un exercice vraiment chiant. Moi, j'en ai fait plusieurs comme artiste associé d'un théâtre. Et je ne comprenais pas comment les gens peuvent consacrer 2 heures de leur vie en écoutant du blabla. C'est ce que je dis souvent aux comédiens aussi, quand ils sont vraiment stressés, avant une première. Je les vois chacun dans son coin. D'abord, je dis, écoutez, n'oubliez pas, vous voulez faire du théâtre. Voilà, vous pouvez le faire maintenant. Une chose, et d'autre, pensez comment vous allez faire, parce que, en fait, il y aura des gens qui vont venir et qui vont consacrer 2 heures de leur vie. 2 heures de leur vie, comme ça, ils vous les donnent. C'est quand même, c'est pas rien. Et qu'est-ce que vous avez à en faire avec ces 2 heures? Voilà. Ou est-ce que vous allez arriver à augmenter la mise véritablement et créer un vrai rencontre, et comment vous pouvez le faire? En fait, l'enjeu, il n'est pas forcément dans le résultat, dans le fait comment vous allez jouer, comment vous allez présenter la chose, mais est-ce que vous allez arriver vraiment créer des circonstances pour que le rencontre ait lieu? Et cette présentation de 16 ans, on a fait une répétition. C'était très long. Et puis on a pris 1h30 de pause. On a repris et on s'est dit, on va dire juste le début et la fin et on va faire vite. Et on a fait très très vite. Et en fait, c'était la vraie représentation. Moi, j'ai senti qu'on avait trouvé le rythme. Et j'ai dit à Stéphane Gilles, qui est mon complice dans cette aventure, qui est le directeur délégué de Théâtre de la Cité, écoute, il faut vraiment garder un rythme tellement effréné
que les gens n'arrivent plus à respirer. Voilà, on les tape avec des infos tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et les moments de respiration, ça sera seulement les vidéos où les artistes essayent d'expliquer d'une manière ou une autre leur projet. Voilà. Et quand tu laisses un artiste expliquer son projet, tu comprends rien, mais tu arrives à sentir quelque chose quand même. Et à respirer, peut-être. Et puis, on s'est dit, OK, maintenant, il faut tout oublier avant de rentrer sur le plateau. C'est très important, en fait, de se préparer assez bien, d'être vraiment très précis, juste pour l'oublier avant d'aller sur le plateau. Et là, quand tu es sur le plateau, bah, tu fais avec tout ce qui est là, ce qui se présente, et tu essaies d'être dans le moment présent. Et on l'a fait 2 fois. La première fois, on découvrait tout, et c'était vraiment magnifique parce que on est arrivé à communiquer quelque chose, et puis les gens ont commencé à renvoyer ce qu'ils ont reçu. Et en fait, tu prends véritablement conscience de ce que tu es en train de faire, justement parce que tu reçois tout ce que les gens te renvoient. Et là, le rencontre s'accomplit. Et ça, c'était quelque chose de extrêmement gratifiant, parce que comme artiste ou comme directeur, tu peux avoir tes idées, tu les partages avec l'équipe, et l'équipe te suit. On met tout en place, mais en fait, la chose s'accomplisse véritablement avec le public ou à travers le regard du public. Parce que tout ce qu'on fait, en fait, c'est pour arriver à ce moment où on peut mettre le spectateur dans un endroit actif de regard ou d'écoute. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que bon, le paradigme change. On vit dans un monde où le paradigme change d'une manière assez radicale. Ça fait beaucoup de peur parce qu'on perd des repères sur tous les plans. Vous voyez ce qui se passe avec le système financier, par exemple, ou le système économique, ou la manière dont on a établi les règles. Et souvent, en fait, le système ne marche pas. Il commence à bugger. Et ça, c'est un moment dans le temps qui est difficile à vivre, hein, parce qu'on perd la notion de sécurité. Mais en même temps, quand on est saisi par la peur, très vite, on oublie que, justement parce qu'il y a un grand changement qui est en train de s'effectuer, il y a le champ de possible ou la potentialité qui est là, de tout ce qui n'est pas encore, ce qui s'est pas encore manifesté. Et tout ce qui va se manifester, c'est devant nous. En fait, c'est vers le futur. Et ça peut être très inspirant parce que justement, toutes les voies sont ouvertes. Et c'est à nous de capter les énergies les plus intéressantes et d'essayer de les traduire et de les matérialiser. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est lié à la notion d'inspiration. Quand on est inspiré, c'est rarement, véritablement inspiré, c'est rarement lié à l'ego. C'est plutôt lié à quelque chose qui dépasse l'ego et qui nous met dans un endroit de partage où on peut coexister ensemble malgré nos différences insurmontables. Et je pense que le théâtre, encore une fois, c'est l'endroit qui nous permet de créer cet espace. En fait, au début, j'ai dit que c'est complètement inutile et maintenant, j'essaie de prouver que c'est indispensable. Mais en fait, le théâtre, c'est aussi un simple outil. Outil d'explorer notre propre humanité et de dépasser nos limites qu'on prend acquis parce que on nous a instruits comme ça, on nous a formés comme ça, on nous a conditionnés comme ça. Et je vais parler un peu d'un auteur contemporain, Ivan Viripaev. J'aime beaucoup son écriture parce que lui, par exemple, c'est un des premiers qui m'a proposé un cadre qui m'a permis d'éclaircir aussi ma propre pratique.
dans le théâtre. J'ai lu il y a peut-être une quinzaine d'années, pour la première fois, un de ces textes. Je ne le connaissais pas. Et c'était un texte qui s'appelait Les rêves. Je l'ai lu, j'ai rien compris. Et en même temps, je comprenais tout avec le ventre. Et comme il y a une partie organique en toi qui rentre en résonance avec ce que tu lis, mais ça passe pas par la tête. En fait, la tête dit, mais comment c'est possible? Je dois y participer. Et à cause de ça, en fait, je me suis dit, je vais mettre en scène ce texte justement pour comprendre est-ce que c'est possible et comprendre comment faire. Et j'ai fait la distrib, c'était en Bulgarie. J'ai choisi des comédiens extrêmement intéressants, tous tarés, mais chacun avec un geste artistique hyper fort. Et on a commencé de travailler sur le texte. On a créé une sorte de forme, mise en scène, déplacement, etc. etc. Et 10 jours avant la première, on fait le filage. Et moi, je vois clairement que c'est pas ça. Mais pas du tout. Pas du tout. Et en même temps, je vois que j'ai plus de ressources à proposer aux comédiens. J'arrête, j'ai dit, les gars, on s'est trompé, je ne sais pas comment faire. Ça m'est jamais arrivé. Parce que je suis égocentrique et c'est difficile pour un égocentrique de se permettre de dire aux autres, je ne sais pas. Et j'ai dit, on prend une pause, vous allez manger, ils sont partis, moi je suis resté seul comme un chien dans la salle de répète, devant le vide métaphysique comme ça. Ils sont revenus plus tard, vraiment inquiets pour moi, pas pour le spectacle, ce qui était bizarre. J'ai dit, OK, vous connaissez le texte, vous connaissez un peu le déroulement, les scènes. Voilà, ce qu'on va faire, c'est on va considérer l'espace comme un champ d'exploration et vous allez rentrer l'un après l'autre et essayer dans une sorte d'impro, passer par le texte, mais oublier tout ce que je vous ai dit ou ce que j'ai construit. Et je ne sais pas ce qui s'est produit. Je pense qu'ils étaient vraiment inquiets pour moi. Ils sont lancés comme ça, ils ont tout donné. Et moi, j'ai vu le spectacle naître devant mes yeux. J'ai jamais eu ça. Vraiment, en 2 heures, le spectacle était là devant moi. J'étais tellement inspiré, excité. J'ai dit, OK, stop. Maintenant, on va reprendre tout pour ne pas l'oublier. Et une des comédiennes s'est évanouie parce qu'il faisait 2 heures du mat et on était là depuis 48 heures sans sortir. Et puis, Ivan est venu à Varna et il a vu la générale. Et la générale était vraiment bonne. Ça m'arrive aussi rarement de regarder un de mes spectacles et d'oublier que c'est moi qui l'ai mis en scène. Parce que normalement, quand tu regardes, c'est terrible. Tu juges tout le temps. Tu peux écrire l'article la plus horrible sur ton travail. Personne d'autre. Il n'y a pas un critique qui peut écrire quelque chose de plus horrible sur mon travail que moi-même. Et tu es souvent... Tu te dis, mais qui a mis ça en scène? Oh, le pauvre, mais comment c'est possible? Mais par contre, il m'est arrivé 2 ou 3 fois de regarder et d'oublier que c'était moi qui l'ai mis en scène. Parce que, en fait, les comédiens sont tellement présents, je dirais pas forts ou bons, mais présents, qu'en fait, tout le reste, tu l'oublies. Pourquoi? Parce que, finalement, les gens pensent qu'ils payent leur billet. Ils signent un contrat, soi-disant. Voilà, je donne 2 heures de ma vie et vous allez me divertir ou je vais apprécier quelque chose. On nous a appris que c'est ça. En fait, je pense que c'est pas ça. Je pense que dans le temps où on vit, cette notion de consommateur va s'effacer de plus en plus. On va pas venir juste consommer de l'art. On va venir parce que les comédiens sur le plateau sont là pour créer un dispositif ou pour faire quelque chose en sorte que le vrai spectacle ne se passe pas sur le plateau, mais dans le ventre du spectateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de recréer justement cette situation que moi j'ai vécue en lisant la première pièce d'Ivan Viripaev, où mon ventre était là et comprenait tout.
et le reste ne comprenait pas. Alors, l'idée, c'est vraiment d'aligner toutes les parties pour que la compréhension ait lieu pleinement. Et j'ai compris que ça ne se fait pas seulement si le spectacle est bon. Ça arrive si le spectateur est au bon endroit et il est obligé de regarder d'une manière active. Ça veut dire qu'il est obligé de faire des choix constamment en regardant. De dire oui, là je suis d'accord, là je ne suis pas d'accord. Et les comédiens sont sur le plateau. Normalement, dans une pièce de théâtre, hein, les comédiens vont toujours vers le public. Voilà, genre aimez-moi, achetez-moi, votez pour moi. Et dans l'écriture d'Ivan, j'ai remarqué que l'idée, c'était plutôt de rester bien ancré. Ça veut dire, nous, on fait ce qu'on fait, et on sait très bien ce qu'on fait, et maintenant, c'est à vous de venir doucement vers nous, sans bouger peut-être, mais vraiment de s'approcher. Et en fait, ce mouvement renversé, pas aller vers eux, mais attendre pour qu'ils viennent, change complètement l'attitude ou ta posture ou l'endroit où tu te places quand tu essaies de t'adresser aux autres. Et je trouve passionnant le fait que si on arrive à proposer au spectateur un endroit d'un regard actif, je ne dirais pas critique, mais actif, ça veut dire le spectateur est présent constamment ici et maintenant, là, le spectateur devient inévitablement co-créateur de la soirée de théâtre. Et on se retrouve à un endroit d'égalité nécessaire. On est égal justement parce que tout ce qu'on fait ici va faire en sorte que le spectacle va se dérouler chez vous. C'est la première didascalie dans sa première pièce. Tu lis, ça s'appelle Les Rêves, et puis à la didascalie, l'action se déroule chez vous. Qu'est-ce que c'est ça, chez vous? Où ça se trouve chez vous? Est-ce que c'est chez vous dans le salon, dans la cuisine, dans le lit, à l'intérieur de votre corps, à l'intérieur de votre tête? Chacun a des endroits différents d'entrée. Voilà. Et chacun regarde à sa manière, mais l'idée d'avoir sur scène, pas vraiment des comédiens, mais plutôt des ouvriers qui font en sorte que le dispositif va nous permettre de créer cet espace commun. Et le vrai spectacle va se passer, bon, on pense tous que ça va se passer sur le plateau, mais ça va se passer à un autre endroit. Ça, c'est quelque chose qui est passionnant pour moi, parce que ça t'oblige en fait de considérer l'autre différemment. Et c'est exactement la même chose que je fais avec les comédiens. Souvent, quand je fais une distribution, j'essaie de cerner la personne ou de sentir la personne et surtout de détecter quelque chose ou d'arriver à voir quelque chose dans cette nature créatrice chez un comédien, quelque chose que lui ou elle ne connaît pas encore. Et attraper cette chose et travailler avec cette chose sans dire ouvertement à la personne en face. Et petit à petit, quand je vois que la personne prend conscience de cette force qui était cachée à l'intérieur, de cette perle qui était là, de ce centre de force en lui ou en elle, en fait, tu vois la personne, tu vois le comédien s'épanouir, justement parce qu'il découvre quelque chose sur sa propre nature, sur son propre processus de création. Et ça, c'est quelque chose qui me passionne. Et j'essaie de le faire, bon, je me trompe bien évidemment souvent, mais j'essaie de le faire avec le texte, avec les comédiens et aussi avec les spectateurs, avec tout le monde qui est impliqué dans le projet. Ça m'a pris du temps d'arriver à le formuler, et peut-être ça sent un peu prétentieux, mais ce qui est très important, c'est de ne pas se mettre à un endroit privilégié de maître ou de quelqu'un qui sait. Au contraire, tu peux te permettre de faire ça justement parce qu'au départ, tu es prêt à admettre que tu ne sais pas. Et que tout ce que tu vas faire, finalement, c'est de créer une forme
qui est limité dans le temps et dans l'espace et qui peut être extrêmement adéquate au moment présent, justement pour communiquer le sens. Et puis, d'admettre que, de découvrir et d'accepter que la forme, elle est limitée dans le temps. Ça veut dire qu'un spectacle qu'on a vu il y a 20 ans et qui nous a bouleversés, si on le voit aujourd'hui, peut-être ça va pas exercer le même effet sur nous. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus les mêmes et parce que peut-être la forme n'est plus si adéquate par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui ou la manière dont le temps ou l'espace se développe. Et ça, c'est aussi quelque chose qui, pour moi, était à la fois confortant. En faisant le théâtre, tu t'associes à une forme qui est, comment dire, au moment quand le spectacle se termine, bah, il n'y a plus de cette forme, il n'y a plus de traces. La seule chose qui reste, c'est ce que le spectateur a vécu en regardant. Et c'est à lui, on laisse à lui la responsabilité de préserver les traces ou de les effacer. Et ça m'arrangeait très bien parce que je pense que mon vrai problème, c'est à quel point je suis prêt à descendre dans la matière et d'être présent dans cette forme ici et maintenant. Et comme j'ai un problème peut-être avec la matière, en fait ça m'arrangeait très bien de jouer genre en passant, je fais une forme, mais voilà, hop, elle n'existe plus. Et je faisais ça toute ma vie. Mais là, je me retrouve directeur d'un théâtre. J'ai jamais dirigé quoi que ce soit auparavant, sauf quelques comédiens. Et c'était un grand questionnement pour moi. Est-ce que tu es capable de le faire? Et si tu le fais, pourquoi tu le fais? Et j'ai cru trouver la réponse qui m'a encouragé de poursuivre. C'était la prise de conscience comme quoi peut-être le moment est venu de m'affirmer un peu plus dans la matière. Ça veut dire de me lier à une maison, à des murs, à un projet de création en long terme. Et je ne sais pas si je vais y réussir parce que le questionnement continue dans le quotidien, chaque jour. Et j'apprends, et en même temps, je suis un peu comme Alice au pays de merveilles, et je découvre des choses que je ne connaissais pas du tout. Et cette forme, elle aussi temporaire en comparaison avec l'éternité, bien évidemment, mais quand même, c'est quelque chose qui est lié aux autres aussi, aux autres artistes, aux autres comédiens qui font partie de cette constellation. Et maintenant, ce que j'essaie d'apprendre ou d'accepter, c'est que même cette forme, elle va se diluer avec le temps et va devenir quelque chose d'autre. Et ça, c'est aussi peut-être une manière d'appréhender la mort ou la disparition, parce que la disparition, finalement, c'est juste changement de forme. Voilà. Et le fait que tu peux créer dans le théâtre une forme qui va disparaître, et tous ces comédiens vont à la fin du spectacle enlever leur costume et laisser le personnage quelque part. C'est aussi ce que je dis souvent quand il y a un drame autour d'un spectacle ou juste avant la première. J'ai dit, mais les gars, c'est pas grave, ce n'est que de théâtre. Voilà, personne n'est mort. Et d'apprivoiser la forme et sa mortalité, et potentiellement, d'accepter que potentiellement, elle porte la possibilité de sa disparition, c'est quelque chose finalement qui devient apaisant et qui devient beau parce que la possibilité d'inventer une nouvelle forme, de créer une nouvelle forme est toujours devant nous. Voilà. Et avec ça, je pense que je vais essayer d'effacer légèrement cette forme où moi je suis devant vous et je vous parle. Voilà. Je vais essayer de disparaître un petit peu et vous laisser l'espace si vous avez des questions par rapport à toutes ces bribes voilà, que j'essayais de sortir. Et on peut échanger un petit peu. Voilà, merci.